tous. Donc, mes chers collègues, Madame la rapporteure, Mesdames, nous poursuivons nos travaux avec l'audition de la direction des affaires financières du ministère de l'Éducation nationale. Madame la directrice, le Sénat a décidé de la constitution d'une commission d'enquête dont l'objet est de travailler sur les mécanismes de financement des politiques publiques par des organismes, sociétés ou fondations de droit privé et les risques en matière d'influence, d'absence de transparence financière et d'entrave au fonctionnement de la démocratie. Le champ d'action des financeurs privés est large. Les sphères associatives, éducatives et culturelles semblent avoir leur faveur. Le travail de notre commission d'enquête sera d'analyser les règles encadrant les interventions des organismes, sociétés ou fondations de droit privé dans les politiques publiques citées, d'évaluer les risques en matière d'influence de cette non-transparence financière. Ce type de formation entraîne un certain formalisme juridique. Et donc, avant de vous donner la parole, je dois vous rappeler, mesdames, qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Et je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt. Madame Camiade, mettez votre micro pour que ce soit enregistré, s'il vous plaît. Je le jure. Merci. Madame Andriana Rijaona. C'est bon? Je le jure. Merci, madame. Notre travail donc débute par l'élaboration d'un état des lieux. En fait, c'est l'objet de ces auditions, premières auditions de la commission d'enquête. Cet état des lieux doit permettre d'analyser les mécanismes à l'œuvre, de comprendre l'ampleur des mouvements et d'imaginer des moyens de protection, si ce n'est de contrôle, quand cela s'avérera nécessaire, sans pour autant bloquer le système. Le maître mot de nos travaux sera donc la transparence, et vous l'entendrez à plusieurs reprises dans nos propos. Madame la directrice, nous allons vous donner la parole pour une courte introduction. Je vous demande de ne pas dépasser les 10 minutes avant que Madame la rapporteure et les membres de la commission d'enquête vous posent les questions. Avant cela, je laisse la parole à notre collègue rapporteur, Colombe Brossel, pour qu'elle vous présente les axes de travail de notre commission d'enquête qui vous a fait parvenir une série de questions préalables à cette audition. Merci Madame la Présidente, merci Mesdames, bonjour à vous. Quelques mots rapides pour vous dire quelles sont les raisons qui nous ont conduits à la création de cette commission d'enquête. Les tensions, baisse et ou fragmentation de financement public ont amené depuis quelques années un grand nombre d'acteurs associatifs et institutionnels à chercher des pistes de diversification. Et cette possibilité, elle est favorisée et accompagnée par l'État, notamment par l'outil fiscal. Elle a permis, et c'est une démarche qui a du sens, une démarche philanthropique menée par des acteurs privés. Au-delà, on voit apparaître des évolutions nouvelles depuis plusieurs années, avec notamment de déploiement au niveau national de stratégies idéologiques qui pourraient sous-tendre certaines actions philanthropiques et certaines démarches de financement des milieux associatifs, culturels ou éducatifs. Comme vous l'a dit Madame la Présidente à l'instant, notre fil rouge sera bien celui de la transparence. C'est ce qui va guider nos travaux. Et si nous avons souhaité vous auditionner aujourd'hui, alors à la suite de la directrice de la DGESCO, c'est pour mieux comprendre dans cet état des lieux dont parlait Madame la Présidente, cet état des lieux et cette cartographie des risques, c'est de mieux comprendre le cadre juridique applicable aux établissements scolaires privés hors contrat. Quel est le contrôle exercé par l'Éducation nationale sur le financement à l'ouverture et pendant le fonctionnement? Comment le ministère vérifie-t-il le titre et compétences des personnels de direction, personnel d'enseignement? De quelle marge de manœuvre disposez-vous pour vous assurer du respect du socle commun de connaissances, compétences et de culture pour ces derniers? Quelles sont les modalités de financement des établissements d'enseignement privés hors contrat? Quelles évolutions
percevez-vous, et notamment sur une place devient-elle de plus en plus importante des fondations ou des fonds de dotation accolés aux établissements d'enseignement privé hors contrat. Avec un prisme forcément sénatorial, quel bilan dressez-vous de la loi dite loi Gatel de 2019? Et dernier volet de questions sur lesquelles nous souhaitons vous entendre apporter des éléments de réponse. Chacun effectue sa part de contrôle, contrôle pédagogique, contrôle administratif, contrôle financier. À quel moment et où l'ensemble de ces contrôles se croisent pour avoir un regard du ministère de l'Éducation nationale? Madame la directrice, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la Sénatrice. Alors, j'interviens en tant que responsable du programme 139, qui est le programme de l'enseignement privé, qui suit à la fois les sujets d'établissements privés sous contrat. Initialement, c'était à l'ADAF parce qu'il y avait essentiellement un sujet de financement de ces établissements privés sous contrat, et puisque l'État est employeur des 140 000 enseignants qui interviennent dans ces établissements. Mais la direction suit aussi les établissements hors contrat, avec, comme vous l'avez souligné, un renforcement du cadre législatif sur ces établissements amorcé avec la loi Gatel de 2018. Pour vous redonner quelques ordres de grandeur, l'enseignement privé sous contrat ou hors contrat scolarise 17% des élèves en France. Le hors contrat représente 1850 établissements et scolarise 85 000 élèves. Les établissements privés sous contrat scolarisent quant à eux 2 millions d'élèves. Donc c'est un ordre de grandeur complètement différent. Et il y a 7500 établissements sous contrat. Un principe fondamental pour l'enseignement privé, c'est la liberté d'enseignement, qui fait qu'il y a une assez grande liberté de créer un établissement scolaire. Le régime, d'ailleurs, n'est pas un régime d'autorisation stricte, mais c'est un régime d'opposition. Donc l'établissement doit se déclarer et l'administration a 3 mois pour s'opposer éventuellement à l'ouverture de l'établissement. Et c'est une compétence qui est partagée entre l'Éducation nationale, le ministère de l'Intérieur, les préfets, le procureur et le maire. Donc c'est ce qu'on appelle le guichet unique. Ce sont ces quatre autorités. Donc un principe plutôt de liberté, mais néanmoins un cadre juridique qui a été renforcé ces dernières années. Pour les EPHC, donc les établissements hors contrat, il y a eu la loi Gatel qui a harmonisé les conditions d'ouverture. Il y a eu ensuite la loi pour une école de la confiance qui a renforcé le régime applicable aux conditions d'ouverture et de fonctionnement de ces établissements, avec notamment la possibilité de les mettre en demeure et l'introduction d'un contrôle d'honorabilité des enseignants. Et ensuite, il y a eu une 3e loi en 2021, la loi confortant les principes de la République, qui a encore renforcé les outils juridiques à notre disposition et qui a notamment introduit, ça c'est important, une possibilité de fermeture administrative de ces établissements, alors que jusqu'à présent, on était plutôt dans un régime judiciaire de fermeture, donc un peu plus lourd. Et là, on peut avoir des fermetures administratives. Cette loi sur les principes de la République a également élargi le contrôle d'honorabilité à l'ensemble des personnels, ce qui est très important. Parallèlement à ces lois, le ministère a bénéficié de renforts en moyens pour renforcer les contrôles d'abord sur les établissements hors contrat, sur l'instruction en famille également. 80 ETP avaient été créés en 2022 à la suite des lois Gatel, loi pour une école de la confiance et sur les principes de la République. Et 60 inspecteurs avaient été recrutés en 2023. Et ensuite, il y a eu d'autres renforts, mais c'est plutôt lié ensuite au plan de contrôle des établissements privés sous contrat. Juste pour conclure sur le hors contrat, pour vous donner aussi un ordre de grandeur sur les contrôles, un établissement hors contrat doit être contrôlé dans la première année de son fonctionnement. C'est une obligation et ils le sont tous. Et
Et par ailleurs, s'ils sont sensibles ou si des manquements ont été repérés, ils vont faire l'objet de mise en demeure et de contrôle de suivi. Donc on a une intensité de contrôle sur leur contrat qui s'est vraiment largement accrue depuis le début des années 2020. Et on a multiplié par 4 en 10 ans le nombre de contrôles sur les établissements hors contrat. Je pourrais vous donner des statistiques plus précises. On est entre 650 et 700 contrôles par an maintenant sur les établissements hors contrat. Donc je rappelle, ils sont 1850. Donc vous voyez, il y a une régularité des contrôles largement renforcée. Et un dernier point enfin sur les établissements sous contrat qui font partie aussi de notre vigilance. La volonté de les contrôler plus systématiquement a été affirmée dès l'année 2024, notamment par Nicole Belloubet, qui avait lancé un plan de contrôle des établissements sous contrat et qui avait souhaité qu'on en contrôle 40% d'ici 2027. Et tout contrôle confondu, administratif, pédagogique, financier, de sécurité aussi pour les élèves. Et ce plan de contrôle a été, vous le savez, renforcé à la suite de l'affaire Betaram début 2025. L'objectif global de 40% d'établissements contrôlés d'ici fin 2027 a été maintenu, mais on a souhaité renforcer les contrôles sur place, puisque dans le plan initial, on avait prévu 2 tiers de contrôle sur pièce, 1 tiers de contrôle sur place. Nous avons engagé des nouveaux recrutements d'inspecteurs pour ces établissements privés sous contrat, donc 30 à la rentrée 25 et 30 à la rentrée 26. Et nous avons prévu également dans la loi de finances pour 2026 des renforts administratifs pour les divisions de l'enseignement privé qui, dans les académies, se chargent du suivi à la fois RH des enseignants, mais aussi des contrôles et du suivi des contrôles. L'objectif pour la première année de ce plan de contrôle des établissements privés sous contrat était d'1 millier de contrôles en 2024-2025 et cet objectif a été atteint en début d'année 26. Et on aura à peu près le même rythme en 2025-26, donc à peu près 1 millier de contrôles sur des établissements sous contrat. Et enfin, je conclurai sur le fait que, parallèlement à ces plans de contrôle, nous avons travaillé à renforcer les outils. Alors c'est vrai que ces derniers mois, les travaux ont plutôt porté sur la protection de l'enfance, le repérage des violences. Donc on a pris des textes pour généraliser Fait Établissement, qui a un système d'information permettant la remontée des faits préoccupants qui interviennent dans les établissements. Et cet outil s'applique à la fois aux sous-contrats et aux établissements hors contrat. Et l'arrêté qui l'impose vient de paraître. Voilà. Nous avons travaillé également au contrôle d'honorabilité. Donc nous souhaiterions avoir un système beaucoup plus automatique de contrôle d'honorabilité. Pour les enseignants, c'est fait au recrutement. On aimerait pouvoir le réitérer en cours de carrière. Et on aimerait pouvoir systématiser les contrôles d'honorabilité sur les personnels de droit privé, à la fois pour les établissements sous contrat. Pour leur contrat, c'est déjà prévu. On les contrôle tous les ans systématiquement. Et on a travaillé également, notamment à la suite de la commission d'enquête sur les violences en milieu scolaire, à un certain nombre d'évolutions législatives ou réglementaires pour accroître les outils dont nous disposons pour le contrôle des établissements privés hors contrat et sous contrat. Voilà, je m'arrête là pour laisser place à Très bien. vos Donc, questions. je rappelle le cadre, on est vraiment sur le contrôle financier et les flux financiers et sur la notion de transparence. C'est vraiment ça qui guide nos travaux. Je ne sais pas si Madame la chef du bureau, vous me pardonnerez de vous appeler par votre fonction. Pas de complément. Madame la rapporteure, des questions complémentaires? Oui, peut-être. Merci beaucoup. Merci, Madame, pour ces précisions que vous nous avez apportées. Si je comprends bien, vous nous avez fait un point sur les contrôles et le renfort
renforcements et les renforts arrivés sur les contrôles dans le sous-contrat. Si je reviens sur le hors-contrat, et je sais que certains de mes collègues auront des questions précises là-dessus. On est sur 650 à 700 contrôles par an. Qu'est-ce qui est regardé et dans quelle mesure la dimension financière est observée? Est-ce que nous sommes dans une configuration où, par exemple, dans le sous-contrat, les contrôles financiers vont être effectués par la DGFiP? Si je ne me trompe pas, les contrôles administratifs vont être effectués par l'IGESR. Et à un moment donné, tout ça n'est pas forcément très très clair, mais enfin, à un moment donné, tout ça, j'espère, se croise et est analysé en globalité. Sur le hors-contrat, comment est-ce que ces différents types de contrôles, avec des compétences de fait qui sont différentes, comment est-ce qu'elles sont effectuées uniquement par les agents du ministère de l'Éducation nationale, et comment est regardée la question des flux financiers? Et je répète ma question sur le lien avec des fondations, des fonds de dotation accolés à des établissements privés hors contrat. Est-ce que c'est un phénomène en augmentation? Est-ce que c'est un phénomène sur lequel vous n'observez pas de différence au cours des dernières années? Prenons à minima la loi Gatel qui a renforcé les contrôles comme point de départ. Quel est votre regard là-dessus? Alors, il y a deux moments dans notre regard sur les établissements hors contrat. Donc, il y a le moment de l'ouverture. L'établissement va remettre un dossier à l'académie qui va l'examiner pour regarder s'il y a raison de s'opposer à l'ouverture. Et il y a 4 motifs d'opposition. Le premier est peut-être le plus important, celui qu'on va regarder principalement, c'est celui de l'intérêt de l'ordre public et de la protection de l'enfance. Ensuite, il y a les questions de conditions tenant à la personne du déclarant et ou du directeur. Ensuite, il y a le caractère non scolaire ou non technique de l'établissement. Et enfin, pour répondre à votre question, il y a effectivement un sujet de prévention de toute forme d'ingérence. Alors, dans le Code, ça a été plutôt axé sur la prévention des ingérences étrangères. Donc ça, ce sont les motifs limitatifs d'opposition à ouverture. Et au moment de l'ouverture, le porteur du projet, il doit déposer un plan de financement à 3 ans, précisant les sources des financements, leur montant et leur nature. Au moment de l'examen du dossier, nous allons regarder si le dossier est complet, si le plan de financement est clair, et si surtout, ce qui est surtout regardé, c'est s'il nous paraît soutenable, en fait, si le financement paraît viable dans la durée. C'est déclaratif et c'est prévisionnel. Donc, les moyens d'accroche à ce moment-là pour éventuellement identifier des sources de financement problématiques est difficile parce que par construction, à ce moment-là, c'est déclaratif. La loi pour conforter les principes républicains avait ajouté à l'arsenal de contrôle une possibilité de demander en cours de fonctionnement de l'établissement un point sur les financements et l'origine de ces financements. Et c'est vrai que quand on va plutôt regarder et demander un point sur le financement lorsqu'il y a des suspicions d'entrisme ou d'ingérence étrangère. Jusqu'à présent, c'était plutôt autour de ces risques-là que les contrôles se faisaient. Et dans ces cas-là, on sollicite d'autres services de l'État, la préfecture, éventuellement les renseignements territoriaux et la DDFiP. Donc c'est vrai que c'est pas nous, les personnes qui interviennent dans les contrôles sont plutôt des inspecteurs de l'éducation nationale et des IAIPR. Et lorsqu'il y a des sujets plus financiers, ils vont s'appuyer sur des compétences du préfet ou de la DDFiP. Pour répondre à votre question, nous, on n'a pas de remontée, on n'a pas de consolidation en fait ni des plans de financement initiaux, ni des contrôles qui ont pu être faits en cours de fonctionnement. Mais nous pourrons regarder si nous pouvons vous donner
si on peut détecter des tendances de sources de financement liées notamment à des fondations ou des acteurs particuliers que vous souhaiteriez qu'on repère dans les financements. Bien, je vais donc passer la parole aux collègues pour leurs questions. D'abord, Roger Karoutchi. Oui, merci Madame la Présidente, mais Madame la Directrice a déjà en partie répondu parce que sur les établissements privés hors contrat, on a eu dans les années récentes plusieurs décisions de fermeture, pas toujours pour des raisons financières, mais plus pour des raisons d'ingérence, pour des raisons d'infiltration, avec souvent d'ailleurs de la part des établissements en question des recours devant les tribunaux qui n'ont pas toujours donné raison à l'État. Est-ce que lorsque une décision est prise, quelle que soit l'origine de la décision de fermeture, d'abord, est-ce qu'on a un chiffre? Est-ce que vous pouvez nous dire, je sais pas, sur les 5 dernières années, tant d'établissements hors contrat ont été fermés par décision de l'État pour des raisons diverses? Et par rapport à ce nombre de décisions, combien ont été validées éventuellement par les tribunaux, combien ont été annulées par les tribunaux? Karine Daniel. Oui, alors toujours sur ces questions de financement des écoles hors contrat, moi, il y a 2 volets. Il y a le volet fonctionnement, mais il y a aussi le volet investissement. Et en amont de l'ouverture d'une école, évidemment qu'il faut mobiliser des financements, parfois pour construire un établissement, pour réhabiliter des locaux. Il se trouve que dans mon département, mais dans d'autres départements aussi, puisque j'ai été interpellée là-dessus, on a le projet d'ouverture d'une école CD vacantiste, donc qui projette une ouverture dans quelques mois et qui serait financée par un fonds de dotation dédié, le fonds de dotation Pierre Favre, qui a été créé en 2022 et qui, à ce jour, n'a pas transmis à la préfecture et au journal officiel d'état de ces flux financiers en recettes et en dépenses, alors que c'est obligatoire dès que l'on a plus de 150 000 euros de recettes, ce qui est probablement le cas quand on a l'ambition d'ouvrir à échéance proche une école de 80 élèves. Donc, quels sont les mécanismes pour que cette obligation soit remplie? Quelles sont les procédures de contrôle le cas échéant? Et puis, je reviens sur les motifs de refus d'ouverture que vous avez évoqués, au nombre de 4. Le 4e concerne les ingérences. On a quand même un petit sujet quand on a des projets qui peuvent apparaître problématiques en termes d'ordre public, en termes de valeur. Enfin, les porteurs du projet tiennent clairement des propos homophobes, sérophobes. Et donc, on a là quand même un petit problème de valeur. On a un problème d'entrisme, mais qui n'est pas un entrisme étranger. Donc là, on a sans doute une faille de la loi Gatel qu'il nous faudra explorer. Et je le dis pour cet établissement qui a des projets ailleurs dans le territoire, les collègues. Et il y a aussi les écoles de la congrégation PIDIS qui se développent fortement. Il y a un projet dans le Var notamment. Donc on a un sujet de développement de ce type d'établissement. Et j'attire votre attention sur la question des 3 mois de délai d'instruction des dossiers. C'est extrêmement court, sachant que, évidemment, ces porteurs de projets savent très bien comment fonctionnent les contrôles et on a plutôt un pic de dépôt de dossiers début mai ou mi-mai, de manière à ce que peut-être qu'il y ait moins de capacité à gérer les contrôles en amont de l'ouverture sur la période estivale, par exemple. Dominique Delège.
Oui, merci Madame la Présidente. Mon questionnement, c'est dans le prolongement de celui de Roger Carucci. Si j'ai bien noté, 600 contrôles l'année dernière. C'est quoi le retour des contrôles? Qu'est-ce que vous avez observé? Quelle est la nature des infractions s'il y a infraction? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Parce que sur 600 contrôles, on doit quand même avoir une idée, une tendance. Est-ce que c'est de la délinquance financière? Est-ce que c'est de l'influence de type idéologique? Est-ce que vous mettez les établissements sous surveillance? Est-ce qu'ils reçoivent une lettre les mettant en demeure de prendre un certain nombre de dispositions? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Sylvie Robert. Je prolonge les questions de mes collègues. Sur ces contrôles, ils se font de manière inopinée, sur signalement. Est-ce que vous avez une cellule de veille pour observer un moment l'évolution de tel ou tel établissement pour convenir qu'il doit y avoir un contrôle? Ça, c'est la première chose. Donc, quelle est au-delà de la nature du contrôle, c'est sur quel fondement vous faites le contrôle? Est-ce que c'est une fois comme vous avez envie ou est-ce que c'est sur la base de signalement? Et la deuxième chose, en termes d'échelle de sanctions, entre guillemets, est-ce que c'est mise en demeure, manquement? Jusqu'où ça va en termes de gradation? Voilà, merci. Merci beaucoup. Moi, j'ajouterai une question à celle-là. Enfin, deux questions. Est-ce que vous avez un pouvoir d'investigation étendu, à savoir que vous pouvez aller loin dans les investigations, y compris dans les montages financiers et tous ces sujets-là? Et donc, ça revient à expliciter la notion d'une cellule de crise ou une cellule d'enquête, quelque chose de constitué qui relèverait de l'interministériel et de l'interadministratif. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, on a abordé la question, enfin le sujet de la commission d'enquête, c'est vraiment les financements et les montages financiers dans un but d'influence, mais qui peut être, comme le disait Dominique de Legge, à la fois politique, comme on peut l'être dans des influences d'autre nature. La question, c'est est-ce que vous ne surveillez que finalement, vous l'avez dit, donc c'est un peu une surprise, hein, donc c'est pour qu'on comprenne bien. Si c'est pas vous qui surveillez, alors que vous êtes la directrice des affaires financières, les histoires de flux de financement au travers des actions éducatives qui sont financées par le privé, qui surveille ça au ministère de l'Éducation nationale? Ce qui n'est pas tout à fait que le financement de l'enseignement privé. C'est l'autre pan du financement de la politique éducative dans notre pays. Alors peut-être pour reprendre vos différentes questions sur le résultat des contrôles, 30% des contrôles donnent lieu à peu près à une mise en demeure. Et quand il y a une mise en demeure, on retourne voir l'établissement dans un délai assez resserré pour voir si les manquements repérés dans le premier contrôle ont été levés ou pas. Les sanctions possibles, c'est le code prévoit la fermeture de l'établissement si les manquements sont réitérés, s'il n'y a pas Les statistiques en termes d'ailleurs de fermeture ne sont pas nulles puisque on est à peu près aujourd'hui à 8 fermetures par an. Donc il y en a eu 9 en 2023-24. Effectivement, avec des risques contentieux assez importants, parce que fermer un établissement, c'est une atteinte à une liberté fondamentale. Donc il faut vraiment que les dossiers soient extrêmement étayés. Donc en 2023-24, on avait fermé 9 établissements et 3 décisions ont été suspendues. Et en 2024-2025, on a fermé 8 établissements. À ce stade, on n'a pas de décision de suspension. Mais en tout cas, la décision, évidemment, est prise en concertation avec l'ensemble des acteurs de ce que j'appelais tout à l'heure le guichet unique, c'est-à-dire avec le maire, le préfet. Et on
les étaye juridiquement le plus possible. D'ailleurs, ça fait le lien avec la question des types de manquements que l'on constate et que l'on peut sanctionner. Nous, ce qu'on va regarder d'abord, c'est la sécurité des élèves, le fait que les locaux soient sécurisés, qu'il n'y ait pas de porosité avec l'extérieur ou avec un lieu de culte. C'est souvent une vérification qui est faite. On va regarder que les produits dangereux soient bien en sécurité. On va regarder ensuite les titres du directeur, des enseignants. On va regarder qu'ils ont les diplômes requis, qu'ils n'ont pas d'incapacité pénale. Donc c'est vraiment effectivement la priorité du ministère. C'est la sécurité et l'ordre public. Sur les aspects financiers, on peut demander effectivement, si on a des suspicions, d'avoir des données plus précises sur l'origine des fonds. Et là, on peut demander l'appui de la DDFiP si on a besoin de remonter ou faire une expertise plus détaillée. Je suis effectivement directrice d'affaires financières, mais les équipes sur lesquelles on s'appuie dans les rectorats, c'est des équipes, encore une fois, d'inspecteurs académiques, d'inspecteurs de l'éducation nationale, et qui travaillent en interministériel, si besoin, sur des aspects plus financiers du fonctionnement d'un établissement. On peut travailler aussi au niveau des CODAF dans les préfectures. Donc, c'est les comités antifraude présidés par le préfet et les procureurs, ou des sujets de fraude fiscale, sociale, ou des sujets de financement suspect peuvent être évoqués avec les personnes compétentes de l'État. Je regarde vos autres questions. Alors, sur la nature des manquements qu'on constate, donc titre et capacité pénale des intervenants. Manquement pédagogique, évidemment, c'est aussi une des entrées importantes. Alors, vous savez qu'un établissement hors contrat n'a pas à respecter le programme de l'éducation nationale, mais il doit apporter à l'élève qui est inscrit, un socle minimal de connaissances, de compétences. Donc, on regarde que ce socle soit garanti. Et dans ce socle, on regarde s'il y a bien une éducation aux valeurs de la République. Donc on vérifie qu'il n'est pas endoctriné, embrigadé, qu'il apprend la tolérance, qu'il apprend les règles de la République, le fonctionnement laïque de notre République, même si un établissement privé hors contrat peut être un établissement confessionnel avec que des personnes d'une seule confession. Sur les méthodes de contrôle, les contrôles peuvent être inopinés ou programmés. Et en tout cas, pour le hors contrat, il faut un contrôle la première année et après des contrôles réguliers. Donc, ils sont très régulièrement contrôlés. Mais juste de vous interrompre pour avoir une précision. Vous nous avez expliqué que dans les établissements sous contrat, vous aviez souhaité, à la demande du ministre, inverser la proportion entre inopiné, sur place et sur pièce. Là, est-ce que vous êtes capable de répondre plus précisément à la question de Sylvie Robert? Est-ce qu'on est plutôt sur du contrôle programmé? Est-ce qu'on est plutôt sur du contrôle inopiné? Est-ce que la première année, c'est plutôt du programmé, et ensuite, y compris pour les 30% d'établissements sur lesquels il y a des manquements qui apparaissent, vous êtes plutôt sur de l'inopiné? Est-ce que vous êtes capable de nous préciser les choses, peut-être? Alors, je ne sais pas si on va regarder si on a des statistiques, mais en tout cas, il y a deux lignes de conduite, en fait. Quand on a des signalements ou quand il y a eu des mises en demeure portant sur la sécurité des élèves ou sur le contenu des cours, etc., il est vrai qu'on va plutôt privilégier un contrôle de suivi inopiné pour voir si ça s'est... si c'est des questions de mise en sécurité, etc., enfin, ça dépend un peu de ce qu'on a vu et des signaux qu'on a. Dans les 1850 établissements privés hors contrat, certains font l'objet d'une vigilance plus attentive, en lien avec nos collègues du ministère de l'Intérieur notamment. Et cela, c'est vrai qu'on y va plutôt de manière inopinée, pour être sûr de pas que on pourra faire les constats qui s'imposent. On sera, je pense, preneuse de compléments. On
on vous a envoyé un questionnaire déjà assez complet, mais si vous pouvez nous compléter par des données chiffrées, ce serait formidable. Pardon, je ne vous... De façon à ce qu'on ait un état de l'observation, la réalité, quoi. Pardon ? De façon à ce qu'on ait un état de l'observation, c'est-à-dire il y a bien un observatoire, il y a bien un suivi, il y a bien une surveillance, donc il y a Oui. bien un état chiffré de la situation. On y travaille beaucoup dans le cadre des instances de lutte contre le séparatisme, donc à la fois au niveau national et au niveau local dans les CLIR, les comités locaux de lutte contre le séparatisme. Donc c'est à la fois un séparatisme religieux et on suit plus précisément tous les établissements dont on redoute qu'ils entraînent un repli communautaire, quel qu'il soit, confessionnel ou pas. D'ailleurs, dans les manquements relevés et dans les décisions de fermeture, vous avez tout type d'établissements sont concernés, tout type de confession, et aussi les pédagogies alternatives qui peuvent poser problème quand le socle n'est pas acquis, assuré, quand la sécurité des élèves n'est pas assurée. Rapide. Rapide. Madame la Je Présidente. voudrais savoir si les DDFIP sont informés tous les ans de l'évolution des modèles économiques de ces établissements. S'il y a eu un don, par exemple, pendant une année, est-ce que donc la DDFIP est informée et est-ce que cette information est en fait régulière tous les ans de façon à faire remonter les informations sur l'évolution des différents modèles économiques de ces établissements? Non, il n'y a pas de contrôle annuel ni de remontée annuelle sur les modes de financement. Les changements de gouvernance doivent être déclarés, signalés, mais un changement de financement, il faudrait provoquer un contrôle ou demander un état des financements. C'est pas obligatoire pour les... Alors, sauf si l'établissement est sous contrat avec un niveau de subvention publique important. Là, ils ont des obligations de remise de leurs comptes chaque année à la DDFIP. Mais pour un établissement hors contrat, il n'y a pas cette obligation-là. Madame la rapporteure. Merci pour cette excellente question. Je pense que nous allons auditionner également les DDFIP. Très bien. Pas question. Oui, sur les investissements, la question investissement et fonctionnement. Parce que les flux financiers en matière d'investissement sont un élément très informatif quand même du contexte dans lequel l'établissement se met en place et s'ouvre. Alors, ils sont contrôlés à l'ouverture puisqu'on regarde le plan de financement de l'établissement. Et s'il y a une difficulté ou un financement qui pose difficulté, ça peut être un motif d'observation, voire d'opposition à ouverture. Ça dépend le type de choses que l'on voit et si c'est répréhensible ou pas. Oui, mais pardon, évidemment, Karine Daniel complétera, mais vous allez observer un dossier une fois la construction achevée, une fois l'investissement achevé, et vous n'allez, si je comprends bien ce que vous nous avez décrit, vous n'allez pas nécessairement regarder ensuite, croiser les regards avec la DDFIP sur les modalités de financement de ce qui sera le fonctionnement. Or, la question qui est posée, d'où ma question sur l'accollement au fonds de dotation ou fondation, parce que vous regardez, vous, la structure qui va gérer la partie enseignement. Mais notre question, elle est aussi et sur l'amont, sur l'investissement. À quel moment vous le regardez? Je comprends qu'il n'y a pas de regard systématique. Et à quel moment les liens éventuels avec d'autres structures qui sont source de financement avant que le dossier ne vous soit présenté, je comprends là aussi qu'il n'y a pas de regard systématique. Est-ce que j'ai trahi votre pensée, Madame Daniel? Je ne le crois pas. À l'ouverture, on va demander l'origine, le montant, la nature des financements prévus et on va demander des pièces justificatives. Et s'il y a un doute, on va creuser pour savoir ce que sont ces financements et s'il y a un problème de légalité sur le financement en question. Et s'il y a des sujets, effectivement,
on voit avec la DDFiP, on peut voir avec Tracfin s'il y a un sujet de financement illégal. Donc après, on mobilise nos collègues, effectivement, plus financiers. Nous, c'est vrai que au moment de la déclaration d'ouverture, c'est difficile parce qu'ils vont bien sûr nous dire que c'est par exemple des établissements hors contrat qui ont ouvert récemment. Ils nous disent que ça va être essentiellement des dons, des prêts. Donc il y a rien de, comment dire, il n'y a pas d'indice à ce stade-là qui soit problématique. S'il y a une suspicion, ensuite on peut demander en cours de fonctionnement, grâce à la loi de 2021, un état plus précis des sources de financement. Karine, Daniel. Ouais, sur le fond, moi je suis pas rassurée sur la différenciation entre les fonds, entre l'investissement et le fonctionnement. Je pense qu'on est plus calé sur effectivement les perspectives de fonctionnement et la sécurisation du fait que l'établissement puisse fonctionner. Finalement, c'est plutôt ça que vous regardez, d'après ce que je comprends. Ensuite, on a un vrai problème sur l'analyse en amont de l'ouverture des établissements, parce qu'elle se base principalement et seulement sur des éléments déclaratifs. Et évidemment que les porteurs de projets savent très bien formater des dossiers de manière à ce que les éléments déclaratifs cochent toutes les cases, et les 4 cases ne sont pas inatteignables. Donc là, on a, je pense, pour notre commission, un petit sujet à creuser sur les moyens d'investigation en amont des ouvertures, au-delà des éléments déclaratifs. En d'autres termes, parce que la question elle est en fait assez triviale, est-ce que vous êtes en capacité d'effectuer ce contrôle, et au regard de votre expérience, c'est quand même de l'augmentation quand même des projets et des demandes qui sont faites, est-ce que vous ne jugeriez pas utile de rendre systématique ce contrôle financier, y compris en amont, sur le financement qui a préfiguré la construction de l'établissement, entre autres, et le montage financier? Oui, juste pour appuyer, merci Madame la Présidente. Non, je vais donner le nom avant. Ah oui, pardon. Monsieur Alexandre Basquet. Voilà. Voilà. Merci. Je me permets. La Présidente. Non, juste, vous parlez de suspicion, Madame la Directrice, et dans le même temps, vous dites qu'un don ou un prêt n'est pas forcément de nature à être suspicieux. J'aimerais donc savoir, pour vous, ce que vous considérez comme véritablement suspicieux de manière très concrète, très pragmatique. Je vous remercie. Ça, oui. C'est pour ça que quand on avait travaillé sur la loi confortant les principes républicains, on avait prévu donc cette possibilité de demander les sources de financement en cours de fonctionnement. Et c'est vrai que dans les travaux préparatoires, on s'était dit que ça serait difficile d'identifier une difficulté liée à l'origine du financement, parce qu'il y a potentiellement des montages complexes, parce qu'évidemment, ils ne vont pas nous déclarer qu'ils se financent sur des financements illégaux. Et que l'objectif, c'était plutôt de voir si, sur la base d'un financement peut-être suspect, mais difficilement à qualifier comme illégal ou répréhensible, le contenu ensuite de l'enseignement était problématique. Et c'est pour ça que j'insiste un peu aussi sur le contrôle du contenu et des conditions d'enseignement ensuite des établissements privés hors contrat, parce que c'est un peu le résultat que l'on veut éviter, c'est que l'enseignement soit de parti pris et soit contraire aux valeurs de la République du fait d'un financement qu'on a du mal effectivement à écarter d'emblée compte tenu des outils juridiques qui sont à notre disposition. Le systématisme n'est pas envisagé, ou la mise en place d'un process, pas forcément qui relève de vos compétences, hein, c'est pas le sujet. Mais est-ce que dans les pièces, on peut avoir ces pièces-là? En tout cas, il y a un systématisme de demande de pièces sur le plan de financement. Alors, on peut vérifier, parce que évidemment, c'est l'administration, donc il y a un décret, un arrêté. On peut vérifier et compléter sur les aspects d'investissement. Je ne sais pas si... Ça, c'est tout à fait... on peut partager avec vous les textes actuels et voir s'il y a des angles morts, en fait. Ça,
Ça serait une piste, mais ça n'empêchera pas, en revanche, je pense, le sujet déclaratif, même si on demande des pièces justificatives. Très bien, eh bien, on vous remercie beaucoup. Vous avez bien compris que c'était les premières auditions, donc en fait, ces questions-là arrivent dès maintenant, mais on va avancer au fur et à mesure des auditions sur des propositions concrètes, puisque l'objectif, encore une fois, et nous le rappelons, de la part de Madame la rapporteure, c'est la transparence. Merci beaucoup en tout cas de vos réponses et merci mes chers collègues. Et nous nous retrouvons jeudi 19. Dans un premier temps, on avait fait les jeudis, donc on va élargir le spectre des jours possibles. Donc jeudi 19 à 10h30, nous commençons nos auditions avec la directrice générale de la Fondation de France. À 11h30, la JACFA, voilà, exactement, les associations. Et à 14h30, les affaires financières et générales et la chef de mission du mécénat du ministère de la Culture. Donc, on va être plutôt ministère de la Culture. Voilà. Merci beaucoup.